Et on vous expliquait que la prise de cette ville par les Russes, actée début octobre, allait probablement leur permettre d'avancer un peu plus en profondeur dans la région. Et bien malheureusement pour les Ukrainiens, un mois plus tard, c'est effectivement ce qu'ils ont réussi à faire, puisque depuis le 1er octobre, les Russes ont avancé dans ce secteur d'une douzaine de kilomètres en direction du nord. Alors ça peut paraître peu, mais des avancées de ce type sont maintenant devenues très rares sur le théâtre ukrainien. Surtout, cette avancée depuis Vuhledar fait écho à celle que les Russes enregistrent un peu plus au nord dans le secteur de Pokrovsk. Gardons à l'esprit que, tandis qu'il progresse vers le rôle de commandant en chef, les donateurs exercent toujours une influence considérable. Cependant, en tant que commandant en chef, il doit désormais prendre des décisions, d'abord et avant tout, dans l'intérêt du peuple américain. Qu'il décide de suivre la direction que vous avez mentionnée ou de prendre une autre voie reste incertain. Beaucoup de gens, dont vous-même et d'autres, pensent qu'il pourrait adopter une ligne similaire à celle de Ron Paul ou de Rand Paul. Plusieurs personnes lui ont probablement suggéré cette orientation au fil des années. Personnellement, je pense qu'il en est pleinement conscient. Cependant, il est impossible d'affirmer avec certitude que ces rumeurs sont fondées. Il est donc essentiel de rester franc, patient et d'attendre les développements. Je peux vous dire qu'à travers mes échanges avec lui, il apparaît comme quelqu'un profondément opposé à la guerre. Mesdames et messieurs, nous débutons notre rapport avec une mise à jour cruciale sur le champ de bataille. La ville de Selidov, autrefois perçue comme une forteresse imprenable pour l'Ukraine, est tombée en seulement 4 jours, marquant un tournant majeur dans le conflit en cours. Ce développement soulève de nombreuses questions sur les capacités défensives de l'Ukraine et l'efficacité de sa stratégie militaire. Située dans la région orientale de Donetsk, Selidov représentait un point stratégique essentiel, protégeant des lignes de communication clés et les centres urbains environnants. Sa chute a surpris de nombreux observateurs. Compte tenu de la présence de plus de 8000 soldats ukrainiens, issus de 4 brigades, dont des unités d'élite comme la 15e brigade d'opérations spéciales, la 68e brigade de parachutistes, ainsi que les brigades mécanisées, la 72e et la 117e. Le 30 octobre, sous une pression incessante, ces unités ont été contraintes de se retirer dans des conditions de chaos. L'avancée russe, marquée par des frappes d'artillerie coordonnées et des bombardements de précision, a efficacement démantelé les défenses de la ville. Selon l'analyste militaire Douglas McGregor, la chute de Selidov met en évidence des vulnérabilités dans le positionnement stratégique de l'Ukraine, révélant un problème de répartition des ressources et de prise de décision. Les forces russes ont combiné tactiques traditionnelles et modernes, utilisant l'artillerie, les forces aériennes et des drones pour perturber les voies d'approvisionnement et les communications ukrainiennes. Cette offensive a rapidement réduit la capacité des défenseurs à organiser et maintenir une résistance cohérente. Sous cette pression psychologique et physique exercée par des bombardements incessants, les forces ukrainiennes ont finalement dû battre en retraite. La perte de Selidov ne constitue pas seulement un revers tactique pour l'Ukraine, mais également un coup stratégique aux répercussions importantes, tant militaires que politiques. Les effets de cette défaite se font déjà sentir dans toute la région du Donbass, soulevant des inquiétudes quant à la stabilité des autres positions clés de l'armée ukrainienne. Les soldats ukrainiens retirés de Selidov ont été observés dans des scènes de confusion et de désespoir. Des unités autrefois solides ont été débordées par des forces russes manœuvrant en flanc coordonné, encerclant la ville et coupant toute possibilité de renfort. La rapidité de cet effondrement pousse désormais de nombreux analystes à s'interroger sur la capacité de l'Ukraine à assurer une défense prolongée et sur l'impact de potentielles erreurs stratégiques ayant contribué à la reddition rapide de cette position autrefois jugée imprenable. La question reste donc centrale. Pourquoi Selidov est-elle tombée si rapidement ? Pour saisir rapidement les raisons de cet effondrement, il est essentiel d'examiner les choix stratégiques et les conditions ayant conduit à ce retrait précipité. L'analyse révèle une dynamique complexe entre nécessité stratégique et désespoir tactique. Il apparaît que la décision de l'armée ukrainienne de se retirer n'a pas été prise à la légère. C'était un choix calculé pour éviter une catastrophe encore plus grande.
Ces derniers jours, les troupes russes sont passées à la vitesse supérieure dans le sud du Donbass. Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines, nous vous parlions de cette ville de Vuhledar, située entre les fronts sud et est. Et on vous expliquait que la prise de cette ville par les Russes, actée début octobre, allait probablement leur permettre d'avancer un peu plus en profondeur dans la région. Et bien malheureusement pour les Ukrainiens, un mois plus tard, c'est effectivement ce qu'ils ont réussi à faire, puisque depuis le 1er octobre, les Russes ont avancé dans ce secteur d'une douzaine de kilomètres en direction du nord. Alors ça peut paraître peu, mais des avancées de ce type sont maintenant devenues très rares sur le théâtre ukrainien. Surtout cette avancée depuis Vuhledar fait écho à celle que les Russes enregistrent un peu plus au nord dans le secteur de Pokrovsk. Depuis le 1er octobre, les Russes y ont avancé de 5 à 10 km, mais cette fois en direction du sud. Et vous l'aurez compris, ces deux axes d'attaque forment une tenaille sur les troupes ukrainiennes qui se trouvent entre ces deux secteurs, au sud de la ville de Kourakov. Sous forte pression, celle-ci pourrait donc être amenée à se replier de nouveau et à abandonner encore un peu plus de terrain aux Russes. La menace d'encerclement se faisait de plus en plus pressante, avec les forces russes resserrant leur emprise autour des voies d'approvisionnement essentielles, notamment l'autoroute E010, qui constitue un axe vital pour la logistique ukrainienne. Cette route, traversant un terrain stratégique, relie Selidov à des réseaux d'approvisionnement plus vastes, indispensables au maintien des opérations défensives. Face à cette situation, le commandement ukrainien a dû trancher. Soit maintenir sa position au risque d'un isolement total, soit se replier vers des zones plus défendables pour regrouper et renforcer ses forces. Ce retrait, bien qu'inévitable d'un point de vue stratégique, impliquait néanmoins la perte d'un territoire précieux et reconnaissait l'avantage tactique acquis par les forces russes grâce à leur campagne d'encerclement. Les rapports suggèrent que les troupes russes ont mené une offensive coordonnée, combinant des frappes d'artillerie intenses avec des assauts de reconnaissance pour déstabiliser les défenses ukrainiennes. Ces tactiques visaient à couper les lignes de communication et à briser la cohésion des unités, forçant les Ukrainiens à se retirer. En appui, des drones ont fourni aux commandants russes des informations de reconnaissance en temps réel, leur conférant un avantage décisif pour adapter leur stratégie et exploiter les failles ukrainiennes. Les images capturées par drone montrent les unités ukrainiennes se repliant vers l'ouest dans un apparent désordre, illustrant l'urgence de la situation. Épuisés après des semaines de bombardements, certains soldats apparaissaient tendus et affaiblis sous la pression constante. Cette scène dépeignait une armée qui, bien qu'engagée, luttait pour préserver à la fois sa cohésion et la sécurité de son personnel. Les répercussions de ce retrait dépassent largement le cas de Selidov, car elles ont entraîné un changement majeur dans la dynamique de contrôle de la région du Donbass. Fortes de leur succès, les forces russes se concentrent désormais sur des positions stratégiques avoisinantes, augmentant la pression sur les défenses ukrainiennes. Les analystes estiment que cette avancée pourrait préfigurer des ajustements opérationnels plus larges avec un impact sur l'ensemble du front de l'Est. En renforçant leur position, les Russes, avec un déploiement stratégique de 10 000 soldats, ont lancé des attaques de reconnaissance le long de l'axe Vuhledar-Voskresenska. Cette manœuvre s'inscrit dans un plan plus vaste visant à limiter la mobilité ukrainienne et à préparer un encerclement. L'approche russe, mêlant infanterie, unités mécanisées et frappes d'artillerie tactique, applique une pression maximale sur les défenses ukrainiennes. En focalisant leurs forces sur cet axe, les Russes semblent avoir abandonné les assauts frontaux à risque pour une approche plus ciblée, visant à restreindre la capacité de riposte de l'Ukraine et à consolider leur avantage dans cette région clé. Les stratèges militaires russes visaient à s'emparer de points de transit clés pour couper les approvisionnements vitaux et bloquer les voies de retrait ukrainiennes, piégeant ainsi les forces adverses. D'après l'analyste McGregor, cette tactique a permis aux Russes de maintenir un contrôle territorial avec des gains substantiels et peu de confrontations directes. En progressant méthodiquement et en exploitant le terrain, les forces russes ont perturbé la logistique ukrainienne, limitant ainsi sa capacité de combat. L'artillerie à longue portée et les munitions guidées de précision ont joué un rôle essentiel, avec des frappes continues qui affaiblissaient les défenses ukrainiennes et rendaient les réapprovisionnements quasi impossibles. Ces frappes incessantes infligeaient non seulement des dégâts physiques, mais exerçaient également une pression psychologique intense sur les troupes ukrainiennes, constamment sous la menace de cette attaque invisible. Pour soutenir l'offensive terrestre,
les Russes ont utilisé des drones de reconnaissance, SHAW, recueillant en temps réel des informations sur le champ de bataille et ajustant leur tactique en fonction des mouvements ukrainiens. Grâce à cette surveillance constante, les contre-attaques surprises ukrainiennes devenaient rares. Les images montraient des chars russes progressant dans des conditions difficiles, soutenus par l'artillerie, illustrant une stratégie visant à contourner l'ennemi par encerclement plutôt que par un affrontement frontal. Cette approche révèle un choix tactique centré sur l'encerclement et l'isolement pour affaiblir progressivement l'adversaire. Cette avancée méthodique a scellé le sort de Selidov, alors que les forces russes gagnaient du terrain et contrôlaient progressivement les zones alentours dans le Donbass. Cet encerclement stratégique a précipité l'effondrement de la résistance ukrainienne, rappelant les pertes décisives lors de la bataille de Bakhmut. À mesure que les Russes resserraient leur emprise, Selidov devenait un symbole de la défaite ukrainienne, à l'image de la chute de Bakhmut. Cette débâcle a eu des répercussions profondes, affectant non seulement le champ de bataille, mais aussi le moral des troupes ukrainiennes. Face aux avancées russes continues et aux approvisionnements de plus en plus limités, de nombreux soldats commençaient à douter de leur capacité à poursuivre le combat. Le sentiment d'isolement grandissait à mesure que les lignes de ravitaillement étaient coupées, rendant presque impossible l'acheminement de renforts et de soutien logistique. L'absence de ressources essentielles, comme la nourriture, les munitions et les soins médicaux, ajoutait un fardeau psychologique aux troupes ukrainiennes, déjà sous la menace constante de l'artillerie et des drones. Dans cette atmosphère de tension, les soldats tenaient tant bien que mal leur position malgré les bombardements incessants. L'usure du moral et la fatigue devenaient palpables, avec des communications interceptées révélant un désespoir croissant et la prise de conscience d'être encerclés. Cet encerclement stratégique représentait non seulement un avantage tactique, mais également un instrument de guerre psychologique. L'image d'une position prête à tomber et l'avancée inéluctable des forces russes sapaient la volonté de résister des troupes ukrainiennes. Chaque bastion perdu renforçait l'idée d'une défaite inévitable. Des images montraient des soldats épuisés reposant dans des camps de fortune, rationnant des ressources de plus en plus rares, alors que les dégâts aux infrastructures rendaient la situation toujours plus intenable. Des rapports indiquent que les difficultés de réapprovisionnement ont forcé les unités ukrainiennes à se diviser en groupes plus petits et moins organisés, compliquant le maintien de la communication et de la cohésion. Ces conditions ont progressivement affaibli leur capacité de défense, entraînant une baisse de morale et une diminution du soutien logistique. Le commandement ukrainien se retrouvait face à un dilemme stratégique: défendre une position de plus en plus intenable ou se retirer pour préserver les forces. Chaque option comportait de lourds risques. Maintenir la défense risquait l'encerclement complet, tandis qu'un retrait pouvait concéder du terrain et renforcer les positions russes. Les lignes d'approvisionnement coupées et le moral en déclin marquaient un tournant pour les forces ukrainiennes. La stratégie militaire russe, centrée sur l'attrition et l'encerclement, visait à étouffer les positions ukrainiennes en bloquant les routes de ravitaillement et de retraite. En limitant leurs propres pertes, les Russes exerçaient une pression continue sans engager un grand nombre de troupes en première ligne. Des analystes, dont Douglas McGregor, ont comparé cette approche à celle d'un boa constricteur, resserrant lentement son emprise. Les bombardements incessants et l'utilisation de drones pour des reconnaissances en temps réel ont grandement contribué à cette stratégie, perturbant les convois et permettant aux unités russes de s'adapter rapidement à tout changement. Avec l'hiver approchant, les défis pour les forces ukrainiennes s'amplifient. La chute de Selidov a eu un impact majeur sur le front du Donbass, menaçant d'encerclement des positions défensives clés comme Kurakhove et Pokrovsk, et risquant un effet domino susceptible d'éroder la profondeur stratégique de l'Ukraine. Dans les villes environnantes, tensions et préparations augmentent face à la perspective de nouvelles offensives. Le succès progressif de la stratégie russe signale un changement de dynamique militaire, et si les positions ukrainiennes devaient chuter, cela pourrait ouvrir la voie à des avancées plus profondes.
En conclusion, la perte de Selidov symbolise un tournant stratégique. Elle illustre l'approche calculée des forces russes et les défis croissants pour l'Ukraine. Des éléments qui pourraient redéfinir durablement la trajectoire du conflit dans le Donbass et au-delà. Comme l'a noté Douglas Macgregor, ces moments décisifs influencent non seulement les dynamiques de la bataille, mais aussi les priorités stratégiques à long terme des parties impliquées. Alors que l'hiver s'annonce, la résilience des forces ukrainiennes et la détermination russe seront mises à l'épreuve dans une nouvelle phase de cette lutte prolongée. Le nombre de membres du club qui possèdent une arme nucléaire s'agrandit constamment. Ces armements peuvent être utilisés, il n'y a pas de garantie qu'ils ne le soient pas. Nous avons atteint un point dangereux, une ligne rouge. La façon dont la Russie est traitée, qui est pourtant le pays qui possède toutes les formes d'armes nucléaires, nous montre que ces gens-là pensent qu'ils sont impunis et cette impunité peut nous amener à une stratégie. L'irresponsabilité de l'Occident, l'aventurisme des Occidentaux, en fait tous les mots sont occidentaux. On oublie quand même que c'est Poutine qui a envahi l'Ukraine, que c'est lui l'agresseur. Mais en fait il parle toujours, il se présente toujours comme un grand régulateur du monde entier. Mais là il a poussé le bouchon quand même très loin. C'est la première fois où il le pousse aussi loin. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, ça fait plusieurs fois, c'est son sujet de prédilection de parler du nucléaire. Il a commencé le 27 février, je vous rappelle, 3 jours après le début de la guerre en Ukraine, il a convoqué Gerasimov, le chef d'état-major, et le ministre de la Défense, Shoigu à l'époque, et leur a dit, vous mettez en alerte les forces nucléaires, et donc c'est de là que c'est parti. Après, c'est soit lui, soit Shoigu, soit Gerasimov, soit Lavrov, qui toujours a évoqué le nucléaire. Mais là, il est allé beaucoup très loin. Et il a commencé à parler du club des pays nucléaires, et de la possibilité de ne plus contrôler, en fait, cette répartition des armes nucléaires sur le globe et de l'utilisation des armes. Surtout que je vous rappelle que la Corée du Nord, son nouveau allié avec lequel il a signé le nouveau traité, sauf qu'il n'a pas encore ratifié et ils n'ont pas encore échangé les documents de ces traités, a menacé déjà la Corée du Sud, y compris avec les armes nucléaires. Et les États-Unis ont répondu par la voix du ministre de la Défense américain que si jamais la Corée du Nord faisait quoi que ce soit, les Américains répondraient d'une manière très directe, y compris avec toutes les armes, y compris les armes nucléaires. Et donc là, Poutine nous pousse vraiment vers ce truc-là, parce qu'il a compris que parler peu du nucléaire, ça ne suffit plus. Donc là, il faut qu'il nous fasse peur, il nous organise maintenant des manœuvres. Pression, enfin, d'abord les louanges, et après c'est la pression. Mais cette pression n'est pas forcément que sur Trump. Il y a plusieurs façons d'interpréter ça. La première chose, c'est que Poutine accuse souvent les autres de ce qu'il est en train de faire lui-même. Il part de ce club de pays nucléaires qui s'agrandit. Mais qui aide les autres pays à se nucléariser? Qui aide la Corée du Nord? Qui a aidé la Corée du Nord à construire son missile, qui lui a réussi? Par contre, le missile que je ne peux pas prononcer, j'essaie chaque fois de l'apprendre, mais j'y arrive pas. Donc, qui est soupçonné de coopérer étroitement avec l'Iran? Déjà, on sait que la Russie a coopéré avec l'Iran sur son programme nucléaire civil. Qui est-ce qui protège les installations nucléaires militaires iraniennes? Ce sont les Russes. Donc, si vous voulez, quand Poutine parle de prolifération nucléaire, le seul pays du monde responsable de prolifération nucléaire aujourd'hui, c'est la Russie. Et t'as oublié encore Biélorussie. Et la Biélorussie, bien évidemment. Merci, Sergei. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois? Trump a fait comprendre de plusieurs reprises, et si vous lisez par exemple le livre de Régis Janté qui explique toute la relation entre Trump et l'URSS et la Russie, Trump a peur de la guerre nucléaire. C'est quelque chose qui l'obsède un peu, parce qu'il n'a pas arrêté de parler depuis le début de la campagne, même avant la campagne de Troisième Guerre mondiale, il faut l'empêcher. C'est tout pour ce résumé militaire. La chaîne Monde Multipolaire tient de nouveau à rappeler que nous ne soutenons aucune forme de violence dans le monde. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez notre Telegram et passez une excellente journée. À la prochaine.